Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Je tiens à remercier à tous ceux qui s'abonnent. À la page YouTube, Facebook et TikTok, DMG TV, bientôt 200 000 sur TikTok. C'est super. Donc, on passe à la première histoire. Big up aussi à tous ceux qui commentent toujours là, à ceux qui partagent, à ceux qui like toujours. C'est la force que vous donnez qui nous motive à continuer. C'est pas facile. Mais comme je vous dis toujours, on n'a pas de sponsor. On fait ça nous-mêmes et puis avec la force que vous donnez aussi de temps en temps. Donc, merci beaucoup. Première histoire. Oui, je reviens. Je disais que je suis Pascaline du Gabon depuis Libreville. J'ai vécu une histoire dans mon enfance qui m'a vraiment marqué. Dans ma famille, il était de coutume que chaque grande vacances, les parents nous proposaient des petits boulots, des petits commerces, mais à notre choix. Chacun était libre de choisir ce qu'il pouvait faire pour les grandes vacances et ça nous permettait à la rentrée scolaire d'acheter nos chaussures, nos sacs à notre goût. Et c'est comme ça que les grandes vacances 93, j'avais opté pour la vente du vin local, qu'on appelle vulgairement chez nous à Oyem le Malamba. Donc, je partais me ravitailler au quartier à Djougou parce que c'est là-bas où il y avait les presses cannes et les femmes vendaient en gros. Nous, on venait détailler. Je partais de la maison tous les matins à 8 heures. Je suis arrivé au Toronto où il y avait mon petit local, je nettoyais et je me rendais à Djougou me ravitailler. Et c'est comme ça qu'un matin, comme d'habitude, je suis reparti. J'ai nettoyé, je suis allé à Djougou, je me suis ravitaillé. Je suis rentré, j'ai installé mon vin. Vers 10h30, c'est comme ça qu'un monsieur s'amène. Il m'a salué. Bonjour ma fille, bonjour. Vous faites la bouteille de vin à combien? J'ai dit c'est 250 la bouteille. Je peux goûter. Je l'ai fait goûter. Il a apprécié. C'est comme ça qu'il m'a fait la commande d'une bouteille. Je l'ai servi. Après, au bout de 20 minutes, j'ai constaté qu'il ne buvait même pas. Il n'a pas consommé. Il était là assis. Il avait un livre en main qu'il lisait. Et c'est comme ça que du coup, un voisin du quartier, un gars de nationalité camerounaise est arrivé. Il est passé devant ma table. Il a regardé le monsieur. Après, il est parti en courant. Au bout de 15 minutes, le gars revient accompagné de son grand frère, sa grande soeur et de son beau-frère. Ils sont venus vers ma table. C'est comme ça que la femme prend la parole. Il appelle Charlie. Le gars soulève la tête. Leurs regards se croisent. Qu'est-ce que tu fais là? Hein, qu'est-ce que tu fais là? Nous, on sait que tu es mort. Qu'est-ce que tu fais là? On t'a déjà enterré. Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on sait que les gens avaient dit lors de ta mort, c'était vrai. Ils ont commencé à nous menacer comme ça. Ah, moi, j'ai pris de peur. Je n'avais qu'à peine 13 ans. Je me suis levé, je me suis mise un peu à l'écart. Et aussitôt, ma mère aussi descendait du taxi et revenait de la ville. Ma mère est arrivée, elle m'a dit, c'est comment? Solange, c'est comment tout ce tapage sur ma table? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le monsieur que vous voyez là, c'est mon petit frère. Vraiment, la maîtresse, excusez-moi, c'est mon petit frère. Il est mort il y a de cela 3 ans. Les habits qu'il a même au corps là, c'est moi qui avais acheté les habits là au marché Bitam parce que mon mari et moi on était affectés à la frontière et Boro lorsqu'on avait appris son décès. Je suis allé au marché de Bitam, j'ai acheté ces habits là pour l'enterrement. La cicatrice que vous voyez sous son œil là, c'est maman qu'il avait lancé le couvercle. Et il s'était blessé, c'est la cicatrice là. C'est mon petit frère, si je vous dis que c'est mon petit frère. Et la femme, et le mari de la femme, et les frères de la femme, tous ils étaient là en larmes. C'est comme ça que maman demande au monsieur, mais monsieur, avec toutes ces accusations-là, vous ne vous défendez pas? Le monsieur dira à maman que non, moi je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il raconte. Je ne connais pas la dame et je ne m'appelle pas Charlie.
Et maman lui demandera, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où sors-tu? Tu es d'où? Oh non, je suis ici pour une mission d'une semaine. Et comme j'ai l'ami avec qui je suis venue en mission est allé regarder ses parents dans un quartier non loin d'ici, j'ai préféré l'attendre ici au carrefour. Ne pouvant pas rester debout, c'est comme ça que j'ai décidé de venir goûter à votre vin local. Et tout ce que eux ils racontent là, je ne me retrouve pas. Maman a dit, mais c'est trop facile. C'est trop facile, même s'il y a des gens qui se ressemblent, pas jusqu'aux cicatrices, pas jusqu'à reconnaître les habits que vous avez avec vous. C'est comme ça que maman lui a demandé, mais tu habites où ici là? Ici à Oué, vous êtes venu à Mission, mais vous êtes logé où? Il dira à maman qu'ils sont logés à Aquacam, à la cabane. La cabane, c'était une maison de passage à l'époque, dans le quartier Aquacam. C'est comme ça que le gars s'est levé. Quand il a vu la pression était forte, il s'est levé, il a traversé la route. Il a demandé le taxi pour Aquacam. Et l'erreur que cette famille-là a faite, c'est parce qu'elles ne sont pas montées dans le même taxi que le monsieur. Eux, ils ont emprunté le taxi qui venait après. Mais ils disent qu'arrivé à Kwakam, à l'entrée de la cabane, ils ont vu comment le monsieur est descendu. Eux aussi sont descendus, mais ils n'ont plus vu le monsieur entre les maisons. Mais ils sont quand même allés jusqu'à la cabane, à la maison de passage en question. Ils se sont renseignés avec le nom que le monsieur avait donné. Le monsieur de la réception ne reconnaît pas avoir une équipe qui est venue en mission ce week-end-là et que, en tout cas, il ne reconnaissait pas avoir logé des gens qui sont venus pour une mission. C'est comme ça quand Solange et sa famille sont revenus, un monsieur leur dira que non, il fallait un courageux, un membre de la famille courageux qui devait se déshabiller et l'attraper, comme s'il ne devait pas partir. Vraiment, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé que du coup, j'ai même pris la bouteille que je l'avais servi dedans, le gobelet, je suis allée jeter à la poubelle, j'ai vraiment pris peur. Non, et Solange nous racontait que quand son frère était mort, au village, on parlait qu'on avait pris au con. Le con, normalement, nous ici au Gabon, on n'en parle pas trop, mais c'est vraiment récurrent au Cameroun. C'est comme si c'est une pratique qui est récurrente au Cameroun où on te prend, tu restes en vie, mais ton âme va travailler pour la personne qui t'a appris, tu vas travailler pour lui et on t'enterre, mais tu deviens comme un revenant. Tu es un revenant, tu travailles pour lui, tu dois produire de l'argent pour lui. Donc c'était un peu ça. Vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue. J'avais à peine 13 ans, mais ça a marqué toute ma vie. Ça m'a vraiment marqué. Donc c'est cette histoire-là que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la famille DMG TV. Je veux vous conter une histoire de mon épouse. En fait, c'est authentique, c'est une histoire aussi vécue en partie. Et cette histoire, c'est elle-même qui me l'a racontée et moi-même j'ai vécu avec elle. Donc, mon épouse est venue au monde suite à une consultation que son papa avait fait chez un féticheur qui l'avait emmené au bord du fleuve. Et alors, au sorti de cette consultation, en fait, il avait reçu la promesse d'une sirène, certainement, qui lui avait promis qu'il devait venir dans sa vie, il devait lui apporter le bonheur et la chance. Et donc, après cette consultation, ma femme naît. Et donc, elle me disait que depuis son enfance, elle faisait des rêves, qu'elle était avec des serpents, qu'elle s'amusait avec des serpents. Elle avait pour amis des serpents tout autour d'elle. Et ce fut un moment où sa grand-mère, qui était aussi une dame très charismatique dans la prière, était venue habiter chez elle. Par la chaleur de cette prière-là, elle a commencé à sentir un éloignement avec ces serpents-là. Et donc elle recevait maintenant des menaces de ces serpents-là, lui disant que ouais, tu es le nôtre, tu ne peux pas nous abandonner ainsi, il faut que tu sois toujours avec nous. Et finalement, c'est comme ça
qu'elle va rêver qu'il y a un serpent qui était venu la mordre au niveau de la poitrine entre les deux seins. Et cette morsure-là s'est manifestée physiquement. Donc ça a commencé par un petit bobo, après c'était devenu un kyste. On a eu à opérer, ça avait fait des infections et ça a même compliqué. Ça lui a compliqué. Jusqu'aujourd'hui, elle garde la cicatrice. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps, elle tombait malade. Tout le temps, elle tombait malade. Et lorsqu'elle partait dans des prières, ou encore quand sa mamie se mettait à prier, il y avait une manifestation en elle, des esprits qui parlaient, disant que nous, on s'était déjà entendu avec le papa de la fille, que nous allons prendre seulement un peu de sang tout le temps. Et donc, c'est comme ça. Moi aussi, je fais la connaissance de cette dernière. Je fais la connaissance de cette dernière. Et le jour même que nous avions fait la dot, elle avait comme l'impression qu'il y avait des choses qui devaient quitter son ventre. Et ce jour-là, toute la nuit, elle a saigné. Toute la nuit, elle a saigné. Et donc, de temps en temps, quand elle se réveille, des fois elle est fatiguée, c'est comme si une personne qui a eu à faire un grand travail. Et une fois que je dormais, j'étais vraiment en prière, j'avais un séminaire de prière. Quand je dors, l'Éternel me dit, celle qui est à côté de toi, c'est un serpent. Vous imaginez que Dieu vous révèle, celle qui est à côté de vous était un serpent. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai regardé, c'était mon épouse. Et donc là, je vous assure, j'ai vécu beaucoup de choses. Déjà même la veille, quand je voulais l'épouser, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était pas facile. L'histoire est vraiment très longue. La prochaine fois, je reviendrai pour pouvoir donner la suite sur cette histoire. La morale dans cette histoire, c'est juste dire qu'avant de se marier avec qui que ce soit, demandez toujours à Dieu de vous montrer l'état d'âme de la femme ou de l'homme. C'est important parce qu'on risquera d'aller sceller des alliances avec des personnes qu'on ne doit pas sceller des alliances. Merci, c'était mon histoire. Bien des choses, likez comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour. Bonjour à toute la famille. En fait, je viens vous raconter une petite histoire. En fait, mon mari qui me l'a fait rappeler. En fait, une fois, j'étais au Cameroun. Je vais tout le temps parce que j'ai un institut là-bas. Alors, une fois, mon mari qui me dit, voilà, il y a ses amis qui vont participer à un petit tournoi de cyclisme au Cameroun. C'est vrai que j'avais entendu parler avant de partir, mais moi, je ne savais pas que c'était au Cameroun. Je crois que ça allait se dérouler au Sénégal ou voilà. Il me dit non, ça se passe au Cameroun, vers Limbé. Je fais, ça tombe bien, je vais un peu voir Limbé pour découvrir Limbé pour la première fois et voilà, profiter. Donc, je fais appel, j'appelle un cousin à moi, j'appelle mes deux tantes à moi, je prends l'employé à moi, j'ai dit bon, on va faire 3 ou 4 jours, parce que le jour qu'il m'appelle, le tournoi devait se dérouler 3 jours après. Je prends la route, on y va. Durant la route, on s'arrête. Imaginez-vous Yaoundé, Limbé, traverser tout Douala, tout ça, avec les embouteillages, tout ça. Donc partout, on s'arrêtait, on buvait. Voilà, eux, ils buvaient parce que moi, je ne suis pas trop alcool. Déjà, surtout que c'est moi qui conduisais. Voilà. Donc, on a vraiment on a traîné. Nous sommes arrivés à Limbé vers minuit, 1h, en sachant qu'on est quitté vers 13h, quoi, vers autre 13h, quand on est quitté de Yaoundé, quoi. On arrive, je peux dire, 10 à 15 minutes, parce qu'on nous avait indiqué un hôtel, voilà, là-bas, un grand hôtel, quoi, où on va être bien installé, tout ça. Et c'est même là que les amis de mon mari allaient loger.
ressortissants français qui allaient loger là-bas dedans. Je fais, bon, on a pris la route, on est parti. Sur la route, je vois 3 dames en quai de traversée. Je vous dis que mes cousins et mes tantes et mon employé, ils avaient tellement bu, hein, parce que j'étais leur chauffeur, hein, ils avaient tellement bu qu'il n'y avait que moi qui ai vu les 3 dames. Je vois 3 dames en quai de traverser la route, sens vertical, pas vraiment, un peu bizarre, quoi. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je freine, je commence à ralentir, je ralentis, quoi. Les dames ne font que traverser en mode comme s'ils sortaient d'un snack, d'une boîte de nuit, parce qu'ils étaient vraiment l'aspect un peu genre sous, voilà. Et moi, j'étais lucide, j'étais bien, je savais ce que je faisais. À un moment, je gare à côté. Je demande à mes cousins et mes tantes qui étaient là, je leur dis, mais est-ce que vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas ces dames-là? Ils me disent que non, on ne voit rien du tout, on ne voit rien du tout. Je me suis arrêtée un moment, j'ai baissé la tête vers le volant comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Quand je relève ma tête, il n'y a plus personne. Il n'y a plus les dames. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je commence à voir la chair de poule, je regarde tout autour. Déjà, je verrouille les portes. Je regarde tout autour de nous, quoi. Je vois ni maison, ni rien du tout. C'était genre une bosquée sur la route, quoi. Sur un goudron, quoi. J'ai dit, j'étais en panique. Et mes cousins, mes tantes, là, ils étaient juste... ils étaient déjà endormis, quoi. Ils étaient endormis. Je continue la route, je reprends le volant tranquillement. Mais j'étais en panique, pas possible. Je me dis, est-ce qu'il faut rouler vite? Est-ce qu'il faut rouler tout doucement? Et dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est ce que j'entends souvent parler, qu'il y a des fantômes? Peut-être que c'est des fantômes, hein. Donc, je reprends la route, je roule tout doucement, tout doucement. Et pas loin, je vois le nom de l'hôtel. Je vois le nom du fameux hôtel. Voilà, j'ai dit enfin, ça m'est arrivé. On arrive, je réserve, voilà, on réserve tout, machin. Ils étaient bourrés, déjà parce que le lendemain, ils ne savaient même pas d'où ils se trouvaient, machin. Ils étaient un peu, voilà, je dormais qu'avec mes 2 tantes. On a pris des suites, pour femmes et pour hommes. Donc le lendemain, moi, j'ai pas dormi, hein. Moi, j'ai pas dormi parce que j'étais tellement... Je me disais, est-ce que j'ai rêvé ou je ne sais pas quoi? Et je leur pose la question quand on s'est retrouvés au petit déjeuner, voilà. Je dis, mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu moi hier soir? Je vous ai dit que... Il me dit, ouais, on a entendu quand tu nous disais... ma tante qui me dit, moi j'ai entendu, mais moi je n'ai rien vu. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Mais déjà à l'état où j'étais, les autres disent la même chose et tout. J'ai dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et le soir-là, en rentrant, quand je suis arrivée à l'hôtel, en réservant l'hôtel, quand j'étais sur mon lit et tout, j'appelle mon mari, je lui explique la situation. Bah, vous savez, les Blancs, eux, ils croient pas trop surtout mon mari, alors lui, voilà. Il me dit non, peut-être que c'est parce que c'était dans mon imagination, tout ça, mais c'était pas dans mon imagination. Surtout que je n'avais même pas vu, parce que j'aurais dit, bon, peut-être que j'allais boire. Moi, quand je suis au volant, pour que je bois, mais c'est rare, quoi, parce que c'est que je tiens à beaucoup de vie, quoi. Je tiens aux vies des gens, quoi. Voilà. Non, c'était ma petite histoire. C'est m'est revenu comme ça. C'est mon mari qui m'a fait repenser à ça hier, qui me dit, ah bah, tu te rappelles une fois? Je fais, ah oui, c'est vrai. J'ai appelé la MTV, DMG, je vais dire. Bon, merci, bonne soirée. Et merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 4e histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est le frère Joël. Avant tout propos, déjà je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes, aimer la page, voilà, et boostons ensemble la page du frère DMG. Voilà. Donc mon histoire c'est quoi? C'est que
Je vis en Tunisie, ça fait pas mal de temps. Et un jour, j'étais là, comme ça, j'ai eu envie de dormir. Donc pendant que je dormais, je fais un rêve où dans le rêve, il y a des gens qui me poursuivent. C'est-à-dire il y avait plusieurs nationalités, indiens, chinois, japonais, américains, en train de me poursuivre. Donc je courais dans le rêve, j'étais fatigué et je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai vu quelqu'un en face de moi. J'ai pas vu son visage honnêtement. Et il m'a tendu un bout de papier. Et sur le bout de papier, c'était écrit un verset biblique qui est le Psaume chapitre 23. À la base, je suis chrétien, pratiquant, voilà. Le Psaume chapitre 23. Donc, je prends le bout de papier et il me dit, commence à réciter le verset. J'ai commencé à réciter le verset. Pendant que je récitais le verset, c'est comme s'il y avait un verre qui était en train de me couvrir. Et ceux qui me poursuivaient sont arrivés à mon niveau. Ils avaient des bois, ils essayaient de me taper, mais ils n'arrivaient pas à me taper parce que j'étais couvert. Et le truc, c'est que ceux qui m'attaquaient ne voyaient pas le monsieur qui m'a donné le bout de papier. Et c'est moi seul qui le voyais. Donc, je me suis réveillé. Bon, je n'ai pas considéré le rêve, je n'ai même pas prié avant de sortir. Le lendemain matin, je me lève, je fais mon petit déjeuner, voilà, je sors parce que j'avais un rendez-vous. Je sors, je veux traverser la route pour emprunter le véhicule. C'est comme si j'ai eu envie de dormir. Étant sur la route, c'est comme si j'ai eu envie de dormir et automatiquement, je dors. Tout d'un coup, j'ai mon âme qui sort de mon corps. Bon, l'âme sort de mon corps, je vois mon corps, il est couché devant moi. Je comprends pas. Et je vois des personnes autour de mon corps, en train d'appeler les ambulances, des gens paniquaient, oh il est mort, c'est fini. Bon, à la base, quand ton âme sort de ton corps, c'est que tu es mort. Et je vois mon âme, il est couché, mon corps, il est couché plutôt. Mon âme, il n'est plus dans mon corps. Bon, mon âme, il était bien important. Donc, je voyais du sang partout, tout ça. Donc, je vois une voiture qui garde devant moi. Et j'entends dans la voiture, monte. Je veux savoir qui c'est. Donc j'ouvre la portière, la voiture était en noir. J'ouvre la portière, je vois quelqu'un assis dans la voiture en tant qu'un chauffeur, mais qui n'avait pas de tête. Le chauffeur n'avait pas de tête. Alors que je suis étonné. Il me dit avec une voix forte, monte. Oh, j'ai eu peur, j'ai fermé la porte. Et pendant que je discutais avec lui, monte, je ferme la porte. C'est comme si il y avait l'ambulance qui est venue garer. Et les gens, les ambulanciers transportaient le corps pour le mettre dans l'ambulance. Et c'est comme si, en un clin d'œil, je me retrouve dans l'ambulance. Je me retrouve dans l'ambulance, je vois les ambulanciers essayer de me réanimer, mais le corps est sans vie. J'essayais même de crier, mais personne ne m'entendait. Le corps était couché là, dans l'ambulance. On arrive à l'hôpital. Je suis toujours mon corps. J'essaye d'entrer, mais je n'arrive pas. Franchement, je raconte cette histoire avec vraiment des larmes aux yeux parce que c'était fort. Donc pendant que j'étais là, et les médecins m'ont mis dans une salle, pas miracle, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à paniquer. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprenais pas. Et ils ont essayé de me calmer. Ils m'ont mis sous perfusion, tout. Et je suis rentré à la maison. 3 jours après, je suis rentré à la maison. Et quand je rentre à la maison, je dis, dans mes prières, je dis, celui qui a fait ça, ou celle qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est. Mais cette personne-là doit payer pour ça. Et quand j'ai dit ça, j'étais à la maison, toujours en train de me traiter. Et le comble, c'est que ce que j'ai pas pu comprendre, c'est que pendant que j'étais couché, mon pasteur s'est rendu sur la scène, et à l'endroit où j'ai fait l'accident. Mon pasteur me dit, tu m'as appelé, voilà. J'ai dit, mais moi je t'ai pas appelé. Il m'a dit, oui, tu m'as appelé.
Il me montre le numéro en disant que c'est ton numéro, ça, tu m'as appelé. Je dis non, je t'ai pas appelé. Moi, quand j'ai fait l'accident, automatiquement, mon âme, il est sorti de mon corps. Et je sentais mon âme se balader. Bah après, honnêtement, c'est un truc que je peux pas comprendre jusqu'à présent. Donc, pendant que j'étais là, quelques jours après, une semaine plus tard, il y a une fille avec qui on priait dans l'église qui appelle le pasteur en disant que je veux me confesser. Le pasteur dit, tu vas te confesser. D'accord, je t'écoute, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit au pasteur que c'est moi qui ai voulu tuer Joël. Le pasteur lui demande, tu as voulu tuer Joël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle dit au pasteur plutôt, la famille du côté paternel de Joël m'a contacté, la confrérie du côté paternel de Joël m'a contacté, puisque je suis proche de lui, pour le tuer. Waouh. Et franchement, c'était fort. Parce que le pasteur, il est resté sans rien dire. Il a préféré enregistrer pour ne pas qu'on dise demain qu'il a menti sur elle. Et elle a commencé à dire des choses, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. Elle dit c'est un truc qu'elle a fait, tout. Et vraiment, c'était fort. Le pasteur lui demande, mais comment tu t'es arrangé? Elle a dit au pasteur que je l'ai transformé en chien. Je l'ai transformé en chien pour que la voiture le percute et que le chauffeur ne s'arrête pas. Parce que lorsque la police a arrêté celui qui a fait ça, on lui a posé la question, mais pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Le chauffeur a dit, mais j'ai cogné un chien, pourquoi je dois m'arrêter? Les gars ont pensé que c'était un signe de racisme, mais après, lorsqu'on a écouté la confession de la fille, on a compris automatiquement que, effectivement, il m'avait transformé en chien. Pour ne pas que le chauffeur s'arrête. Donc vraiment, je vais pas aller trop loin. C'est juste dire à tout le monde que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe bel et bien. Faites beaucoup attention avec qui vous mâchez, vous parlez, vous causez. On ne sait jamais. Soyez sur vos gardes parce qu'on ne sait jamais. Et après, un an après, cette dernière, elle est décédée. Elle est morte même ici. Elle est morte avec un enfant de 3 mois. Elle a confessé et par la suite, elle est morte. Donc c'est un peu ça mon histoire. Faites beaucoup attention à vous. Faites très 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 attention. Parce que l'homme noir et l'homme en général est très méchant. Faites attention à vous et que Dieu vous protège partout où vous êtes. Voilà. Bonne journée à tous. Merci pour l'histoire. Likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DGM. Je suis vraiment fier de ce que vous faites pour la communauté, surtout pour nous les Africains, en particulier les Camerounais. Bon, moi, je vis présentement à Yaoundé. C'est en écoutant vos histoires sur Facebook que ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai donc décidé ce soir de raconter aussi une petite histoire dont une fille sorcière que j'ai connue à Douala. Pas pour dire que j'étais sorti avec elle. Et en écoutant ces histoires sur Facebook, je comprends vraiment que ce monde dans lequel nous vivons est vraiment pourri, gâté par les mauvaises choses. Je ne sais pas si c'est la fin du monde qui s'approche parce que tout va à l'envers. Moi-même aujourd'hui, je ne connais pas ma position parce que depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche de mon côté. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça a l'air d'aller, mais à la fin, ça ne marche pas. Et quand j'écoute dans les témoignages des uns et des autres, je vois que la seule clé qui peut me débloquer de toutes ces choses-là, c'est la prière. Et j'invite donc tous mes sœurs et frères à s'engager dans la prière, car c'est la prière seule qui nous sauve, pour dire vrai. Bon, l'histoire donc que je vais raconter, ça fait de cela, je pense bien, 5 ans maintenant. J'étais à Douala, je travaillais dans une entreprise de marketing. Bon, arrivé parce que je suis arrivé à l'entreprise là à travers des postes
les posts qu'on affiche souvent sur les poteaux et trucs. J'ai pris connaissance de ça, travaillant déjà à New Food. Bon, je me suis dit, parce que vu les salaires que les gens là mettent souvent, ça m'avait donc attiré. Je suis donc parti, j'ai vu le directeur en question. Même comme c'était un anaga parce qu'il était Baminda, et moi je ne savais pas qu'il était là pour chercher son argent pour des fins que moi je ne connaissais pas. Et apparemment, il était endetté. Bon, là, ce n'est même pas le sujet en question. Bon, quand j'étais donc arrivé à l'entreprise, comme les posts étaient ils faisaient des posts chaque fois, on faisait des affiches, chaque fois on postait. Il y a une fille qui est arrivée, elle avait 19 ans. Bon, elle est arrivée dans la société, sa manière de se comporter était un peu bizarre. Et comme j'étais ancien là-bas et que c'est moi qui vendais plus, on m'avait non nommé DS, c'est-à-dire dirigeant stagiaire. Et il me fallait donc former une équipe pour pouvoir monter en grade de top trainer. Me voilà donc à l'entreprise. Le jour que celle-ci est arrivée, on m'a demandé de sortir avec elle pour mieux la former. Je suis donc sorti avec elle. On est arrivé sur le terrain. Le sac même qu'on l'avait donné, elle me dit que c'est pas le genre de travail qu'elle voulait faire. Euh, Elle me décourageait même en fait au début quand j'étais sorti avec elle sur le terrain. Bon, on est arrivé, on a pris un pot, je suis parti, j'ai retiré l'argent de mes poches, j'ai acheté à manger. Elle a mangé et après, quand on passe sur le terrain, bon, au fur et à mesure, elle marchait, elle s'asseyait un peu, donc elle était toujours de temps en temps fatiguée. Bon, ça a continué ainsi, elle faisait ça chaque fois. Un jour, parce que moi je la prenais tellement bien, euh, le même jour même qu'elle était rentrée, parce qu'on s'était échangé de contact, le directeur même m'avait demandé d'aller voir là où elle vit. Bon, pour plus avoir de contrôle sur elle. Je suis donc parti, j'ai vu là où elle vivait, on s'était échangé de contact. Le même soir, quand je rentre, elle m'a envoyé les messages disant que, me demandant si j'avais une petite amie, qu'elle est vraiment intéressée par moi, qu'elle voulait qu'on soit ensemble. Elle m'a envoyé certaines photos et certaines vidéos qu'elle prenait. Bah, même dans les vidéos là, c'était toujours des sons religieux qu'elle dansait. Bon, ce qui m'a surpris est que à la longue, plus tard, un jour, on est parti sur le terrain. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour. Parce que dans les causeries, on arrivait quelque part, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. On s'est assis donc, on a commencé à causer et je ne sais pas ce que je l'avais vraiment demandé ce jour. Elle me dit donc qu'elle a un secret à me confier, mais que je ne dise jamais à quelqu'un. Bon, j'ai demandé de quoi il s'agissait. Elle me dit que j'ai déjà entendu parler des gens qui dorment la nuit et qui sortent. J'ai dit sortir comment? Elle dit donc se lever de leur corps en esprit, laissant le corps au lit et partent en mission. J'ai dit que, bon, j'entends souvent ces histoires, mais en fait, j'entends souvent ces histoires. Elle me dit donc que si elle me dit que elle est sorcière, je peux accepter. J'ai dit qu'elle est en train de blaguer ou quoi. Elle me dit que c'est la vérité. J'ai dit que, mais comment elle est à l'âge si elle est... Et en fait, comment elle a fait pour entrer dans ce monde-là? Elle me dit que ce n'était pas elle qui avait voulu, mais comme, en fait, quand elles étaient petites, elles étaient à la maison, il y avait l'une de ses sœurs qui était déjà dans ce secteur-là depuis. Bon, chaque fois, comme elle était toujours attachée à elle, euh, il arrivait des moments où, quand elles étaient à la maison, elles pouvaient, en fait, elle était toujours attachée à elle pour dire, oh.
Un jour maintenant, sa sœur lui a dit que je vais t'amener quelque part. Bon, comme elle aussi, elle ne connaissait pas de quoi il s'agissait, ce jour-là, donc, sa sœur lui a pris. Un jour, sa sœur lui a pris. En fait, elle est venue la nuit, elle a donc pris. Parce qu'elle avait déjà le pouvoir de faire sortir son esprit sur elle. Elle est venue, elle lui a donc pris et en venant, elle était avec l'une des, en fait, la reine même du cercle. Bon, elle dit que dans le monde fusée, elle ne connaît pas la maman là en question parce qu'ils viennent toujours ensemble, celle qui a plus de pouvoir. Ils sont venus, sa soeur là, elle est sortie avec elle. Bon, le jour là, elle était seulement avec sa soeur parce que c'est sa soeur seule qu'elle connaissait. Ils sont arrivés là-bas. Il y avait la fête. Elle dit qu'ils sont arrivés. C'était un monde comme le monde qu'on connaît ici, comme notre monde ici. Il y avait tout, les routes goudronnées, les maisons, les ampoules, donc tout. Ce qu'on voit ici dehors, il y avait aussi ça dans ce monde-là. Elle est arrivée, c'était le jour de la fête. Bon, ils sont arrivés. Apparemment, c'est le jour-là qu'on l'avait initié. Bon, elle dit que comme ce n'était pas de son plein gré, quand on l'avait initié, il y avait des moments où ils partaient donc en mission. Donc, ils occasionnaient les accidents, comme j'ai entendu dans l'un des témoignages là. Donc, eux, ils pouvaient apparaître devant un chauffeur. Le chauffeur en train de conduire. Après, subitement, il voit quelqu'un devant. Il veut vouloir esquiver la personne. Il fait l'accident. Soit, eux, ils creusent un trou. Donc, le chauffeur va voir un trou. Pourtant, ce n'est pas le trou. Il va vouloir esquiver, ils vont faire l'accident. Soit eux, ils détournent donc la route, le chemin. Donc, ils prennent la voie normale, ils renvoient ça en brousse, ils prennent la brousse maintenant, ils mettent sur la voie normale. Le chauffeur va maintenant conduire pensant qu'il passe sur la voie normale, pourtant, c'est en brousse qu'il part. Et là, maintenant, les gens vont tomber. Bon, elle m'a dit ça, je lui ai demandé que bon, comme tu m'as dit que ce n'était pas de ton plein gré, est-ce que toi tu as déjà eu à faire du mal? Elle me dit que oui. Elle a déjà tué plusieurs personnes. J'ai dit ici à Douala, elle dit que non, ils partent souvent en mission un peu loin. Comme à, elle m'a dit Boya, Douala, Yaoundé, ils partent souvent en mission là-bas. Elle dit que quand eux finissent leur réunion, ils partent se retrouver un peu comme les poubelles ou les garages où il y a les voitures, les voitures garées, les voitures gâtées qui sont garées là. Ils se retrouvent là-bas, toujours des endroits un peu bizarres. Ils se retrouvent là-bas, on leur répartit les tâches et chacun prend maintenant sa mission. Chacun part en mission selon l'ordre qui lui a été donné. Elle m'a dit ça et moi, ça m'a donné la chair de poule. À la fin, parce que quand elle me dit ça, à la fin, quand elle revient en elle, elle regrette, elle dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle ne sait même pas ce qui a fait en sorte qu'elle me dit. Elle me dit qu'aujourd'hui c'est tel jour et ne dis jamais ça à quelqu'un parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai dit ok, j'ai compris. C'est là où elle me dit même que le premier jour que j'étais sorti avec elle pour aller sur le terrain, ce n'était pas elle. Parce qu'elle a deux esprits. Elle peut être dans deux endroits au même moment. Des fois, elle est dans l'eau et son mauvais esprit, parce qu'elle a deux totems, elle a deux esprits. L'autre est méchant, l'autre c'est vraiment elle. Elle dit que pour faire la différence entre les deux, même à l'entreprise, quand on voit souvent, on donne souvent les ordres, on dit que fais telle chose, elle ne fait pas ou elle ne te regarde pas dans les yeux pendant 5 secondes. Il faut savoir déjà que ce n'est plus elle, c'est son mauvais esprit qu'elle a. Donc, ce genre de personnes, c'est très difficile pour eux de te fixer dans les yeux, même pour une minute. Le contact visuel avec eux est difficile. Ces gens-là ne regardent jamais les gens normaux dans les yeux. À peine te regarder, elle va baisser les yeux. Donc, si vous voyez peut-être quelqu'un, vous êtes en train de causer avec la personne et que la personne à chaque fois est en train de baisser la tête et vous remarquez peut-être quelque chose de bizarre, il faut savoir que ce n'est pas la bonne personne. Une bonne personne doit te fixer dans les yeux. Bon, quand elle me dit donc ça, elle me raconte ça, je lui dis donc, comme tu me dis que toi-même tu n'avais pas voulu adhérer le cercle, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de contacter certains prêtres pour qu'on essaie de te délivrer.
Elle m'a dit, OK. Quand elle m'a dit ça, on a programmé des jours, je vous assure, le même soir même, quand on avait fini la réunion, je suis parti. Je n'avais pas pris la moto le jour-là parce que je savais déjà que ma vie était en danger. Ce jour, j'avais marché à pied. Je suis parti, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit que non, il connaît déjà ce cercle-là et présentement ma vie est en danger. Que si elle a décidé de me dire ça, soit peut-être c'est Dieu qui va passer par moi pour la délivrer. En fait, c'est ce qu'il m'avait dit, que peut-être c'est Dieu qui va passer par moi pour la délivrer. Bon, moi aussi, ça m'avait donné la force. Moi, je n'avais pas trop peur. En fait, j'avais peur, mais j'avais toujours ce courage-là de ne pas l'éviter. À l'entreprise, moi seul connaissais déjà que c'est une sorcière, mais les autres ne savaient pas. Et j'avais toujours gardé ce secret. Je connaissais, et quand on était même à l'entreprise, je pouvais savoir à quel moment ce n'est plus elle, à quel moment c'est elle, parce qu'elle m'avait déjà tout dit. Voilà que je programme qu'on parte peut-être voir les prophètes. Elle accepte. Quand elle accepte, le jour arrive, on commence à marcher. Arrivé peut-être à moins de 100 mètres de l'église, elle s'arrête. Quand elle s'arrête subitement, elle commence à gratter son corps. Elle dit qu'elle ne parle plus. Et elle retourne directement. Elle avait fait ça plus de 3 fois. Je pense bien que c'était 4 à 5 fois que j'avais tenté de l'amener à l'église. Bon, comme j'ai vu que c'était impossible, je suis parti, j'ai vu un prophète là-bas à Grand Hangar. Il y avait un prophète là-bas de l'église apostolique, au Grand Hangar. Je lui ai vu, je lui ai parlé, je lui ai expliqué la situation et je lui avais demandé si c'est possible que j'approche avec la fille là. Quand elle est approche de l'église, même je la porte, je force pour qu'on entre avec elle à l'église et on prie sur elle. C'est là où le prophète là m'a dit que ça ne peut pas marcher. Que en faisant comme ça ne pourra jamais marcher. Si elle-même, elle n'accepte pas quitter le groupe, sinon ça ne peut pas marcher. Il faut qu'elle-même, elle accepte d'abord. Parce que si elle n'accepte pas, quel qu'en soit ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher. C'est plutôt moi qui va mettre ma vie en danger. Bon, quand le prophète avait dit ça, moi, j'étais resté tranquille. Je causais avec elle chaque fois. Le lendemain même du jour qu'elle m'avait dit pour la vérité, elle est rentrée. Apparemment, le jour-là, elle était rentrée et on lui a donné les avertissements. On avait dit que si elle redit encore, elle parle encore avec moi, on va tuer sa dernière petite soeur. Bon, le lendemain, non, j'étais venu à l'entreprise lui demander si ce soir, elle était encore sortie de son corps. Elle m'a dit non. Parce que en me séparant avec elle, je lui avais donné les versets qu'elle devait lire et la prière qu'elle devait faire. Elle m'a dit que non, elle n'était pas sortie. Pourtant, elle me mentait parce que ce soir, elle était rentrée. On est venu, on l'a pris, on est parti, on lui a donné des avertissements jusqu'à dire qu'on va me faire quelque chose. Et quand elle m'avait donc dit ça, je lui ai demandé ce qu'ils ont dit qu'ils vont me faire. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas me dire. Moi, je lui ai donc dit que si ils t'ont dit qu'ils vont me faire quelque chose, ça veut donc dire qu'ils vont t'envoyer toi, tu vas venir me faire cela. Parce que pour prouver que tu es en partenariat avec eux. Elle m'a dit qu'elle n'a rien à me dire pour le moment. L'affaire d'église, quand j'abordais maintenant, chaque fois, elle refusait, elle évitait le sujet. Elle évitait ce sujet chaque fois. J'ai donc fait comment? Un jour, on rentre du travail, j'étais assis avec elle, les autres étaient partis pour chercher de quoi manger. Nous étions assis sur une chaise, en fait sur une table au bureau, dans le salon, au salon de l'entreprise même où nous étions. Quand à une certaine heure, en fait, quand on est resté, on discutait. Après, j'avais commencé à aborder, j'ai encore abordé ce sujet. Et j'avais commencé à dire qu'il faut vraiment quelqu'un, parce que si elle a eu le courage de me dire, ça veut donc dire que Dieu veut qu'elle se libère de ce chaîne-là, de cette chaîne qui l'attache depuis. C'est là où elle me dit que, en fait, elle ne parle pas. Je continuais à parler, je priais même, et en étant à côté d'elle. Après un certain temps, elle m'a dit arrête. Quand elle m'a dit arrête, je n'ai pas prêté attention à me tourner pour la regarder.
Moi, je continuais toujours à parler, je priais. Après un temps, j'ai commencé à humer une certaine odeur. Il y avait un parfum là qui humait aux environs du milieu où nous étions. Quand, euh, quand je continuais à parler, je me suis, en fait, j'ai senti mon corps bizarre. J'avais des tremblotes et des grincements. Même mes cheveux, c'était grinçant sur ma tête. Après, je me tourne subitement. Quand je me tourne pour la regarder, j'ai vu qu'elle avait changé. Le noir, l'iris qu'on a souvent dans l'œil là, la petite boule noire qu'on a dans les yeux là, elle n'avait plus ça dans les yeux. Ses yeux étaient complètement blancs, comme on dit là. Elle avait les yeux tout blancs. Quand je la vois subitement, ma voix est partie. Je n'arrivais plus à parler. Ma voix ne sortait plus. J'ai continué à prier dans mon cœur. Elle s'est levée, elle n'a rien dit. Elle s'est levée maintenant, elle est sortie, elle a ouvert le rideau. Quand je me tourne encore, elle ouvre le rideau, elle sort dehors et elle me regarde encore avec les yeux blancs là, étant à l'extérieur. Je me suis levé, je n'arrivais pas à marcher et quand je voulais avancer, c'est comme il y avait des forces qui me tiraient par derrière. Je me force donc, j'avance jusqu'à ce que je sors. Quand je sors maintenant, comme il n'y avait pas la lumière dehors, elle avait marché sur la véranda et elle s'est arrêtée là où il y avait l'escalier pour descendre. Quand elle arrive donc là-bas, elle s'arrête. Quand je sors aussi, nous étions dans l'obscurité et comme elle était habillée en noir, j'approche, je vois elle était là, elle me regardait comme j'approchais et dans mon cœur, je continuais à prier. À un certain moment, quand j'avançais maintenant, ma voix a commencé à sortir doucement. Et me suis rapproché vers elle, j'ai envoyé la main pour la toucher en priant toujours. Maintenant, elle a frappé ma main, elle a tapé ma main, elle a commencé à gratter son corps, que je ne la touche pas. Elle est partie, elle s'est collée à l'angle du mur. Quand elle se colle dans là-bas, je viens encore, elle tape ma main, elle colle le mur. Elle était en train de trembler, elle a dit que je ne la touche pas. Voilà maintenant que, après un certain temps, elle revient en elle. Quand elle revient maintenant en elle, elle me contourne. Elle descend l'escalier. Quand elle descend l'escalier, je l'interpelle. Je l'appelle maintenant par son nom qu'elle m'avait donné parce qu'elle avait deux noms. Le nom qui était dans l'acte de naissance, ce n'est pas le nom qu'elle donnait aux gens. Son nom qu'elle donnait aux gens, c'était le nom qu'on avait donné dans leur cercle là. Et dans leur cercle, ils étaient au nombre de 12. Et elle me dit que leur cercle, c'était dans l'eau, à Limbé. Que c'est dans l'eau là-bas à Limbé qu'ils font leur réunion. Et sa soeur même qu'elle avait amenée dans le cercle, elle était même dans la marine et elle quittait loin du Ghana pour venir ici. Elle travaille au Ghana et elle est dans la marine. Et sa soeur là a 7 esprits. Donc sa soeur là peut se retrouver à 7 endroits différents au même moment. Maintenant, quand elle me contourne, donc elle descend, je l'interpelle, je dis que je l'appelle par son nom. Je dis que j'ai constaté quelque chose. Elle me dit quoi? J'ai dit que dis-moi la vérité. Quand tu sortais du salon pour le dehors, ce n'était plus toi. Est-ce que je mens? Elle me dit non. Elle me dit donc je vais te dire quelque chose. Et elle arrête ses oreilles. Elle a arrêté ses oreilles avant de me dire que retiens bien ceci. En fait, elle me parlait comme si j'étais son enfant. Elle me dit qu'aujourd'hui, là, si tu rentres, prie beaucoup avant de dormir. Si tu ne pries pas, tant pis pour toi. C'est ce qu'elle m'avait dit. Quand elle m'a donc dit ça, elle est partie. Elle a dit que tant pis pour toi. Oh. Elle est partie. Ce soir-là, je marchais en priant. Je suis rentré, j'ai prié, j'ai prié. Le lendemain, je suis venu. On était toujours des amis. Quand je venais, elle puisait déjà de l'eau parce que le directeur avait loué une chambre là près du bureau et eux, ils dormaient là-bas. Ils dormaient plus de 5. Et chaque fois que je partais avec elle sur le terrain, quand les hommes la draguaient, elle donnait le numéro. Le soir, elle rentre, elle sort, elle dort même dehors. Et c'est le matin qu'elle rentre pour aller sur le terrain. Et elle partait sur le terrain pour ne pas vendre. Parce que tout pour elle, elle ne vendait pas. Elle prenait les produits, elle partait, mais elle ne vendait pas. Elle revenait avec. Parce que chez eux, c'est elle venait comme ça pour prendre le commandement. Ces gens-là n'aiment pas qu'on leur commande. Et elle me disait aussi que même quand elles étaient à la maison, quand elle était encore toute petite, et quand elle était déjà initiée, et qu'elle vivait chez sa tante, que malheureusement, eux, ils l'avaient tuée même dans leur cercle, que sa tante pouvait la laisser à la maison, elle part au marché, et elle reste à la maison, elle ne fait rien.
elle ne fait rien. Et quand sa soeur rentre donc, si sa soeur tente de la fouetter ou de la toucher, le soir, ils vont revenir maintenant, taper sa soeur mystiquement, si sa tante là mystiquement, et le matin, elle va se retrouver fatiguée. On est venu le soir, on l'a tapé, on l'a fait travailler, on lui a bien fouetté, et elle ne va même pas se rendre compte que c'est elle-même qui est cause de ça. Elle a dit qu'elle a commencé à éviter le cercle là parce que on avait ordonné de tuer son grand-père, elle avait refusé, mais ces gens-là étaient venus tuer. Elle a commencé, ça l'avait beaucoup énervé, elle voulait sortir dedans, malgré elle, c'était impossible parce que elle était déjà bien enfoncée dans le domaine, jusqu'à elle avait même déjà les grades. Et sa soeur voulait maintenant, parce qu'après, la reine de leur cercle, c'était sa soeur qui suivait. Et on voulait qu'elle-même, elle monte en grade pour être à côté de sa soeur. Et jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là, elle opère. Et les hommes, quand vous demandez le numéro, elle ne cache pas. Voilà pourquoi j'interpelle mes frères et sœurs. Quand vous voyez surtout les hommes, les femmes que nous voyons de nos jours, le diable est très rusé. Il utilise toujours des gens sous la forme humaine pour nous avoir. Vous demandez le numéro d'une fille, elle ne résiste même pas, elle vous donne simplement. Vous pensez que non, vous êtes trop beau, vous avez trop fait. Et même les femmes, vous voyez un homme, il vous drague, vous acceptez facilement parce qu'il est trop beau, sans savoir son origine. Évitons, soyons vraiment plus prudents parce que le monde d'aujourd'hui est tellement pourri. Moi-même, je vais suivre les prières. Il faut que je rencontre un prophète qu'il essaie donc de prier pour moi parce qu'après tout, les témoignages que j'ai entendus, je vois vraiment que sûrement les blocages que j'ai jusqu'à présent viennent de cette situation que j'avais eue parce que ce n'était pas simple. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour DMG, je suis l'une de vos super fans et je ne rate jamais vos publications. Alors j'exhorte les autres à liker, commenter, partager car c'est pour édifier. Alors que je vous fais cette note vocale, il est 5 heures et je suis sortie du rêve à 4h07. Déjà dans le rêve, j'étais quelque part, nous étions au nombre de 3. Nous étions au nombre de 3 et on nous a proposé du pain, un peu comme les petits gâteaux au lait où on charge avec des sandwichs là. Un truc chargé comme ça. Du coup, comme nous étions 3, une autre personne et moi avons le pain. Et cette personne qui avait également le pain comme moi ouvre le pain et me dit ce pain a été chargé avec du serpent. Et c'était un petit serpent vert. Quand j'ouvre le mien, je me rends compte que c'est un moyen serpent vert qui est dans mon pain, qui ne bouge pas. Je vois juste la tête du serpent. Et je ne sais pas quel moyen j'ai mangé ce serpent, ce pain, mais je l'ai consommé. Je ne sais pas comment, à quel moment, mais j'ai consommé le pain. Donc quand je me rends compte que j'ai consommé ça, prise de panique, je passe la main dans la bouche pour essayer donc de tirer la tête du serpent, de faire sortir le serpent. Chose que je fais fatiguer, ça ne sort pas. Je fais fatiguer, ça ne sort pas et je me rends compte à force de tirer, j'ai également mal à l'estomac. C'est comme si ça me tirait l'estomac à force de tirer. C'est comme si ça me tirait aussi l'estomac. C'est donc comme ça que je sors, je rêve. Comme j'ai également eu à vivre avec ma grand-mère, je me suis rappelé de ce qu'elle disait constamment et ce que je faisais avant. Quand tu fais un rêve où tu as mangé quelque chose dans le rêve, soit de la nourriture, de la viande, tu as bu du jus, peu importe ce que tu as consommé lors d'un rêve. Au petit matin, la première chose que tu dois manger, c'est le jujube avec le roi des herbes. Je ne sais pas si les autres personnes connaissent ça. Donc, étant bantou, étant camerounaise et bantou, je ne pouvais pas quand même ignorer ça. J'ai commencé déjà par la prière. Parce que je suis quelqu'un qui prie. Je fais l'effort de prier vraiment avec foi.
je fais cet effort-là. J'ai commencé par la prière et comme j'ai toujours le jujube avec moi, j'ai mangé 7 grains de jujube parce qu'elle disait il faut manger 7 grains de jujube avec quelques feuilles du roi des herbes. J'ai mangé 7 grains de jujube. Comme c'est la nuit, je ne pouvais pas avoir le roi des herbes. J'ai d'abord mangé comme ça en attendant le matin. Où je vais également consommer le miel parce que le miel c'est aussi quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Donc je vais consommer le miel après. Ça m'a aussi rappelé l'histoire de la fille qui a eu à faire son témoignage dans votre page, parlant du serpent qu'elle est dans le ventre. Parce que s'il y a une des choses que je connais, c'est que quand quelque chose comme ça se produit au début et que tu n'es pas éveillé, que tu restes sur tes oreilles, c'est plus tard que tu vois les répercussions parce que l'ennemi ou le sorcier, je ne sais pas trop, qui fait ça te donne l'impression que ce n'est qu'un rêve. Où tu ne dois pas, même si c'est une panique au début, où tu ne dois vraiment pas te déranger pour ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous raconter, ma petite histoire de ce que j'ai vécu cette nuit. Donc, manger quelque chose comme le serpent, que cela soit encore vivant ou pas, je ne pense pas quand même que ce soit une bonne chose. Du coup, par les conseils des autres abonnés, par les commentaires, si quelqu'un peut me dire quelque chose d'autre que je pourrais faire, une astuce, peut-être quelque chose, des produits naturels que je suis censée consommer. La prière déjà constamment, c'est mon quotidien. S'il y a autre chose, d'autres propositions, ça va vraiment me plaire parce que je ne pense pas quand même que ça soit une bonne chose. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, veuillez liker, partager et bien de choses à ta page parce que elle nous édifie. Tu vas remarquer, j'ai fait beaucoup de messages et j'ai supprimé, c'est parce que j'avais tellement à dire mais je savais pas par où commencer, de peur aussi d'être trop longue. J'ai suivi pour celle qui a le serpent dans le ventre, qui a pleuré hier et ce que j'ai envie de lui dire, c'est ne baisse pas les bras, tu n'es pas seule. Moi, je sais pas ce que j'ai dans le ventre, mais j'ai quelque chose dans le ventre. Et je viens encore de suivre une qui parle de son enfant qui a eu son beau-père réincarné. Et moi, ça me touche aussi. C'est là où ça m'a fait penser encore à cette histoire et puis j'ai voulu partager cela avec vous. En fait, je suis une jeune Camerounaise, une jeune dame. J'ai rencontré mon mari toujours parce qu'elle a parlé des Wundu, ce sont les Wundu. J'ai rencontré mon mari à l'université. Lui, il était en cinquième année. Entre préparer sa thèse, il devait passer après un doctorat. Et moi, je faisais 3e année. Donc, lui, il était comme ceux qui surveillent lors de la compo. Il m'a donné une copie et c'est là où j'ai senti comme de l'électricité dans mon corps. Ah, moi j'ai pris, en sentant l'électricité, directement j'ai regardé, je me suis dit, ah, un mignon garçon et tout, c'est tout. Il m'a fait la cour, je l'ai refusé même, et puis après 3 mois, moi-même je prends mon téléphone et je le rappelle. C'est comme ça que notre idylle a commencé. Ok, quelques temps après, j'ai réussi à tomber enceinte, je tombe enceinte très vite d'un garçon. En tombant enceinte, on m'opère, j'étais enceinte 1 mois et demi. Un médecin de la place me dit non, on va anesthésier et puis l'enfant va passer et tout. Et comme j'ai des frères dans le corps médical, ils me disent non, on peut le faire, on va voir un bon médecin, un bon gynécologue qui le fera. Alors le gynécologue là le fait. C'était assez difficile pour moi, mais je réussis à accoucher, même l'accouchement après, parce que on m'opère, j'avais 1 mois et demi de grossesse, mais j'ai réussi à accoucher à 9 mois normalement par voie basse, même comme c'était très difficile et un accouchement aussi très mystique, mais j'ai réussi à sortir un très beau bébé. Mon fils se met à parler, à balbutier à 9 mois. Après quelques temps, il dit plus rien.
Je demande à ma belle-mère, je dis à ma belle-mère, mais l'enfant, si c'est comment, non, chez nous, on parle pas tôt et tout. C'est quand cette femme raconte cette histoire que je me rends compte que ce sont des pratiques de chez eux. Mais comme rien ne dépasse Dieu, je ne sais pas si j'ai réussi à bloquer leur processus parce que mon fils était du genre, il n'était pas autiste parce que je l'ai amené à l'hôpital. À l'hôpital, on dit non. Il a un retard de langage. On m'envoie voir un orthophoniste. Ça, j'ai tellement à raconter dans mon histoire, mais je parle juste de mon fils d'abord. Je vais voir un orthophoniste. Quand je vois l'orthophoniste, le premier que je vois, un cœur me dit non, pas lui. Écoutez souvent vos instincts, vos sixièmes sens. Peut-être j'en ai un qui est un peu trop poussé parce que l'instinct me dit non, pas lui. Parce que celui-ci ne fera rien. Je dis non. Et lui, il était même celui que l'autiste là était celui qui pouvait faire gratuitement parce que l'assurance prenait tout en charge. Je vais par hasard, comme ça, je rencontre un autre autiste dans la ville et directement, ça colle. Je dis oui, lui, il fera. La première fois où mon fils va, parce que j'avais d'abord fait une très grande prière, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit à Dieu, tu vas faire parler mon enfant. S'il ne parle pas, je t'avoue que je l'amène chez les autistes. Avant telle date, j'avais dit s'il ne parle pas avant le début d'année prochaine. C'est comme ça que mon fils a parlé le 30 décembre de cette année-là. Donc, peut-être face à tout, parce que quand mon mariage, là, j'ai eu des attaques mystiques. Quelque temps avant le mariage, je suis tombée. J'ai failli même me casser la tête. J'ai eu un gros abcès à la gorge. J'ai eu un coup de vol. Ça, c'était pendant les 1 semaine du mariage. Après, lors de mon mariage, on a volé ma chaussure de mariage. On a volé plein d'effets à moi. Tellement de choses. Mais moi, je continuais dans la prière, me disant, ça va aller. Mais ça a toujours allé. Donc, après, mon mari est devenu bizarre quelques jours après le mariage où je voulais épouser 2 femmes. J'ai refusé, chose qu'on n'a jamais parlé. D'ailleurs, il est devenu frivole, il a fait ceci et tout. Mais moi, je me disais que c'était un esprit qu'il avait pris et puis je me disais dans la prière, tout va être brisé. Parce que je voyais dans la prière même aussi que sa mère me dérangeait et tout. Donc, je continuais de prier. Mais ça a commencé à être très difficile après quand j'ai eu comme l'impression que lui-même s'est retourné contre moi. Alors que peut-être depuis le début, il était contre moi, mais moi, je ne le savais pas. Donc, c'était, entre guillemets, une mauvaise famille. Donc, vous voyez que mon histoire comporte beaucoup de vos histoires. Il y a une femme qui avait parlé d'un mariage dans lequel elle était, et puis à 21 ans, elle s'est mariée et elle a eu ce genre de choses. Donc, moi, j'avais peur de raconter cela parce que je me disais, je n'ai pas encore fini mon traitement, je suis encore en plein dans le vif, mais c'est mieux pour édifier parce que je vois que beaucoup aussi traversent ce genre de choses. Donc, j'ai été attaquée sur tous les plans parce que mon fils, lui, il a réussi à parler. Il parlait tout doucement, mais après, il a réussi à parler. Il parle, il est à l'école, mais même comme après quelques temps, sa grand-mère l'a amené chez les marabouts. Je sais pourquoi faire. Peut-être c'était toujours pour refaire parce que mon fils toujours a le nom de son grand-père. Je ne sais pas si on se comprend parce que cette femme aussi a parlé de ça. Bon, quant à la femme qui avait un problème d'enfant, de mariage, et puis après, le mari allait en prison. Pour sa délivrance qu'elle a eue, on l'a délivrée, elle poussait, elle accouchait. Moi aussi, j'ai eu ça. Mais moi, je n'ai pas encore réussi à expulser. Mais je sais que par la grâce de Dieu, cela se fera. J'y crois. Donc, je rejoins encore, je ne sais pas si c'est le serpent, c'est pour ça que je vous fais ce voice aussi comme l'autre fille. Et je lui dis, ne pense pas à l'esprit de suicide, ne pense pas à te suicider, ma belle, parce que il y a plusieurs dans ton cas et tout ce qui nous donne la force, ce sont nos enfants. Tu en as un, moi j'en ai 3. Par la grâce de Dieu, nous réussissons à vivre, nous réussissons à avancer. Mais continue d'y croire, ma chérie.
continue d'y croire. Et pour tous ceux qui ont des solutions par rapport à ça, vous pouvez bien nous aider parce que elle n'est pas seule dans cette situation. Merci beaucoup DMG parce que tu nous permets de savoir beaucoup de choses et de comprendre aussi beaucoup de choses. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien aussi. Je reviens pour une deuxième histoire. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Voilà. Donc, mes parents étaient ils étaient au village, pardon. Ils faisaient la plantation de cacao, la culture du cacao. Donc, mon papa avait cette manie de toujours aller prendre ses neveux et nièces pour venir rester avec eux là-bas où ils étaient. C'était dans un village. Hein. Et il y a le village, puis ils avaient un campement encore, parce que comme les champs étaient vraiment loin du village, donc quand ils doivent partir comme ça, c'est vraiment un campement, parce que c'est très loin. Donc ils ont fait un campement là-bas. Donc, il y a des périodes pendant lesquelles ils restaient dans le campement. Un campement, il y avait plusieurs familles, quoi. Donc, il avait une cousine à Abidjan qui était mariée. Bon, pas légalement, elle vient en concubinage avec un monsieur, puis le monsieur parti pour une deuxième femme. Donc, pour finir, même le monsieur même ne s'occupait même plus même de la première, qui est la cousine de ma maman, de mon papa. Et elle était livrée à elle-même, était dans le monsieur. Apparemment, le monsieur avait construit les vieilles constructions là. Et puis, elle avait un entrée couchée à côté où elle était là-bas. Donc, la cousine en question avait l'une de ses filles qui était folle. Bon, elle a été frappée d'une folie, on ne sait pas comment c'est venu comme ça, puis elle a tué, elle est décédée. Mais avant, elle avait une fille, elle avait fait un enfant, une fille. Donc cette dernière avait, disons, peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Mais comme elle était grande de taille, donc elle faisait un peu, elle ne faisait pas son âge au fait. On pouvait donner 17 ans, comme ça, 18 ans. Donc voici mon papa qui s'élève. Il va prendre cette fille-là. Parce qu'il disait que sa cousine lui a dit que la fille se promène beaucoup à Abidjan et tout. Donc il va dire prendre la fille pour l'envoyer au village, que là-bas peut-être elle va s'assagir. Donc il va avec la fille en décembre. En décembre 2022. Excusez-moi, en décembre 2002. Donc étant là-bas, bon, la fille a essayé de s'adapter. Bon, c'était un peu difficile. Bon, elle était là. 6 mois après, on m'annonce que la fille est décédée. Aïe. Elle est décédée comment? Donc c'est là que ma maman me raconte que ils avaient, normalement quand ils vont au champ, ils prennent les vivres, arriver sur place là-bas, puis les femmes font quelque chose à manger, quelque chose de rapide, quoi, puis ils mangent. Mais les périodes où il y a les grands travaux champêtres, ils sollicitent des main-d'œuvre pour venir les aider à travailler. Donc, quand c'est comme ça, les femmes font à manger au village ou au campement. C'est-à-dire à manger en quantité pour partir. Donc, c'est ainsi que elles étaient 3. Elles étaient 3. Il y avait ma maman, il y avait une cousine, et puis la petite en question, la nièce. Donc, quand elles ont chargé la nourriture, elles partaient. Ma maman était devant. La fille en question, la nièce était au milieu et la cousine était derrière. Donc quand ils sont partis, puis ils étaient presque arrivés au champ. La fille se met à crier. Quelque chose m'a mordu. Donc les 3 cherchent, elles regardent, elles voient un serpent. Le serpent n'a pas fui. Hein. Le serpent est là et puis il les regarde. Donc la fille a déposé le colis, le bagage qu'elle avait chargé, elle a déposé. Et elle a commencé à se tordre de douleur, qu'elle a mal au pied. Donc, ma maman envoie la cousine pour aller appeler les parents, mes frères, et en tout cas les hommes. Elle a appelé les hommes, comme si elle n'était pas trop loin du champ. Elle a appelé les hommes pour venir les secourir. Donc, ma maman dit que quand elle est partie, elle est restée seule avec la petite. Et le serpent était là. Et c'est maintenant qu'elle va remarquer
Parce qu'elle voit que la fille saigne. Bon, elle cherche là où elle cherche la morsure même du serpent. DMG. Normalement, un serpent qui te mord. Peut-être que tu l'as piétiné. Et s'il doit te mordre, c'est à la cheville. Le serpent est venu mordre la fille à la cuisse. Alors qu'elle avait attaché un pain. Le serpent l'a mordu qu'à la cuisse. Et le serpent l'a mordu et a arraché sa chair. Donc ma maman dit que le serpent était là avec la chair dans sa bouche. Il ne mangeait pas la chair, mais la chair était dans sa bouche. Et puis il les regarde. Donc elle essaie de prendre un morceau de pain pour attacher le pied de la fille. Donc elle dit, elle prenait, la fille elle commençait à s'affaiblir. Donc elle a pris la fille par les épaules, par les aisselles pour la tirer. Donc elle dit qu'elle tire la fille, le serpent aussi s'avance vers eux. Quand elle tire la fille, le serpent s'avance. Donc elle a arrêté de tirer la fille, elle est restée là, calme, elle a pris son calme. Donc le serpent là, il les regarde. Donc quand les hommes ont commencé à courir, venir, puis elle entendait leur voix. Quand les hommes étaient presque arrivés à leur niveau, le serpent a disparu. Elle dit, elle ne sait même pas comment. C'est-à-dire, elle regardait vers où les hommes étaient venus. Au moins, elle va regarder, le serpent a disparu. Donc c'est l'un de mes grands frères qui est venu mettre la fille au dos. Et tous sont rentrés au village, il a mis la fille au dos. Ils sont venus au village, ils ont donné les soins contre morsure des serpents et tout. Mais c'était tellement bizarre parce que normalement, un serpent qui mord sur ses dents, c'est que ses dents comme des crochets. Donc des crochets là rentrent dans ta chair, ça te pique et puis il met son vinaigre, puis il retire. Mais dit que mordre, qu'il a arraché la chair, le serpent lui-même entend normal, même quand il mange, même il arrache, il ne coupe pas la chair comme nous les hommes bien des lions. Il avale sa proie. Donc voici la fille qu'ils ont envoyée au village. On dit elle est couchée là, elle se tord de douleur, elle tourne par-ci, elle tourne par-là. Pour finir, elle a commencé à être couchée sur le dos, mais elle rampait sur le dos. C'est-à-dire elle est couchée sur le dos et elle rampe pour venir vers la porte, mais sur le dos. Et jusqu'au soir, vers 19h, 20h, la fille est décédée. Donc, mon père, il a eu tellement mal même que, avant d'arriver dans le campement, il y a une rivière qui passe, qui coule. On dit le vieux a couru pour aller vers la rivière, dit qu'il va se suicider. Et cette honte-là, il ne pourra pas supporter. Donc les gens l'ont secouru, ils ont l'attrapé et tout. Bon, le lendemain, ils ont enterré la fille et tout. Quelques jours après, ils sont là. Il y a l'un de mes frères là, avec un autre cousin, ils étaient allés travailler au champ. Et quand l'heure du déjeuner est arrivée, ils ont fini de manger, ils étaient sous des arbres, ils ont mangé, ils ont fini, ils étaient en train de causer. Et puis la cuvette dans laquelle ils ont mangé est restée là comme ça. Et puis ils sont là, ils voient quelque chose, genre une pâte qui tombe dans l'assiette. Donc eux, ils lèvent la tête pour regarder, mais d'où cette pâte, c'est-à-dire que la pâte, c'était comme les excréments, comme les excréments d'un animal. Donc ils lèvent la tête pour regarder. Celui-là, pour voir c'est quel animal, il voit un serpent qui est en haut, qui les regarde. Donc c'est le serpent qui a fait caca dans la cuvette. Et ils disent que le caca avait une odeur comme si c'était des excréments d'un homme. Comme si c'était un homme qui avait fait ce caca-là. Après ça encore, c'est pas qu'il partait au champ. Il y avait un serpent qui était... C'est-à-dire qu'il y avait des apparitions de serpents par-ci, par-là. Chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. En temps normal, eux-mêmes, ils vont au champ. Quand ils vont, même quand c'est un serpent normal, un serpent physique, quand ils voient les hommes venir, même ils fuient. Donc c'est dans ça, ma maman dit que... Donc un jour, elle s'est levée, elle a pris de l'eau, commencé à parler, pour parler, lancer des paroles, quoi, pour dire que tu es venu, on ne t'a rien fait. Bon, en tout cas, si quelqu'un t'a tué, c'est pas quelqu'un d'ici. Donc il faut nous laisser, comme si elle parlait à l'âme de la fille, quoi. Donc il faut nous laisser tranquille. Il faut arrêter d'effrayer les enfants. Les apparitions, ça n'a qu'à cesser parce qu'on est fatigué et tout. Donc c'est après ce truc que maman a fait que les serpents ont arrêté d'apparaître devant les gens. L'Afrique, c'est un mystère. Donc, c'est ma petite histoire. Bonne journée à vous. Gros bisous à vous et bonne continuation d'IMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 9e histoire, avant-dernière histoire. Bonjour DMJ, bonjour la communauté DMJ. Ça fait plusieurs semaines que je vous suis et j'en suis à la limite accro.
Merci également pour le travail élaboré. Merci également pour les partages et vos expériences vécues. Merci pour vos conseils également. Alors ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi, bien que à cette époque, j'étais encore bébé. Alors, comme nombreux de nos parents à l'époque, autant pour moi, mon papa a eu l'argent très tôt. Très, très, très tôt. Déjà à 21, 25 ans, il était déjà millionnaire. Il avait plusieurs entreprises qui prospéraient dans nombreux quartiers de Yaoundé, Cameroun. Alors, il avait son ami, son partenaire d'affaires également. Un soir, il revient. Je tiens déjà à rappeler que cette histoire m'a été racontée par ma maman. Un soir, il revient du travail, il annonce à ma maman qu'il doit voyager, doit se rendre à l'ouest. Ma maman réplique en lui disant, mais comment tu vas te rendre? Tu dois voyager, tu ne prépares pas ton voyage, tu vas d'un coup de tête comme ça à l'ouest. Il dit que non, j'accompagne mon ami. Je vais nommer l'ami de mon papa, Augustin. Papa dit, j'accompagne mon ami Augustin à une réunion familiale. Maman dit que mais la réunion familiale, là, c'est seulement la nuit, ça ne peut pas attendre le matin. Et tout, là, comme ça, tu voyages tôt, tu voyages même à 5 heures, tu peux arriver à l'ouest, même à midi 13 heures. Comme tu prends le chauffeur. Mon papa dit non, on va y aller, je vais y aller avec Augustin. Il a sa voiture et son chauffeur également. Maman dit que je ne sens pas trop ce voyage. Et comme mon papa, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de têtu, à qui on ne peut rien dire et qui n'entend comment dirais-je, c'est quelqu'un d'assez têtu, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ne suit que ce qui lui passe par la tête. Alors, il décide de partir. Il s'en va, ils arrivent à l'ouest, dans la maison familiale où il y aura la dite réunion. L'ami de mon papa, Augustin, dit à mon père installe mon père dans une autre maison à quelques pâtés de la maison familiale où se tiendra la réunion. Mon père ne voit pas. Mon père dit ok, comme il avait une entière confiance à son ami, il ne voit pas le mal. Il s'installe dans la maison. On l'installe dans une case obscure avec une petite lampe. Là-bas, à l'époque, il avait un cellulaire. La marque, c'était Philips. Oui, Philips, d'après ce que ma maman m'a dit. La marque, c'était Philips. Donc, il arrive, il appelle maman. Il dit à maman que oui, je suis bien arrivé. Maman lui pose des questions et tout. Tu es où, machin, nana. Il essaie de décrire. Je suis logée, enfin, je suis logée dans une petite maison. Il n'y a pas de lumière ici. C'est vraiment loin. C'est un village. C'est très loin. C'est comme ça, comme ça. Il essaie de décrire. Pendant ce temps, Augustin, l'ami de mon papa, est dans la grande maison avec les autres protagonistes, les autres adhérents de réunion et tout. Donc mon père de l'autre côté tout seul. Dans la nuit, il voulait faire pipi. À une certaine heure de la nuit, autant pour moi, il voulait faire pipi. Il sort. Et comme nous sommes bassards, au téléphone, il est en train de parler en bassard avec ma mère. Il parle en bassard, il sort pour aller faire pipi. En revenant, il croise une maman. Il a peur. Genre, croiser quelqu'un comme ça dans la nuit, ça fait peur, il a peur. La maman lui dit à Ambassa, lui demande à Ambassa que qu'est-ce que tu fais ici? Lui réplique, vous êtes Bassa? Et que oui, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui donne les raisons pour lesquelles il est ici. La maman dit, ok, va t'asseoir, rentre dans la maison, je vais venir te trouver. Mon papa attend la maman, c'est qu'il s'endort. La maman vient le réveiller à 4 heures du matin. La maman lui dit, lève-toi,
rapidement et marche jusqu'à ce que tu arrives au niveau des agences. Tu prends le premier car pour Yaoundé, tu rentres. Mon papa, très têtu, veut savoir pourquoi est-ce qu'une maman inconnue vient lui dire des trucs comme ça et tout. Il pose des questions, elle lui dit, je suis en mariage ici et je connais très bien ce qui se passe ici. Alors, tu te lèves comme tu demandes de te lever là, tu marches jusqu'à l'agence. Même si on t'appelle, même si tu entends la voix de tes enfants, la voix de ta femme, une voix qui t'est familière, ne te retourne pas sur la route. Vas-y, marche seulement. Mon papa dit que, mais je ne connais pas la route. La maman dit que tu ne vas pas te perdre. Mais ce quoi se passe, tu ne vas pas te perdre. Mais en revanche, ne te retourne pas sur la route, même si qui t'appelle, jusqu'à ce que tu arrives à Yaoundé et ne prends aucun appel. Ok. Il a compris que c'est assez sérieux, vu la façon dont la maman insistait et tout ça, il s'élève, il obéit pour une fois. Il obéit, il s'en va. Il marche, il part. Mon papa dit qu'il a marché au moins, il a marché jusqu'à 7 heures du matin. Donc pour sortir de ce village, il a passé pratiquement 3 heures de temps en route. Et il a marché. C'est à 7 heures du matin qu'il retrouve la route comment je peux dire, un petit centre-ville où il y avait des agents de voyage. Il entre, il prend le bus. Il rentre sur Yaoundé. Étant dans le bus, son ami Augustin ne fait que l'appeler sans cesse. L'appeler. Papa ne décroche pas. Il arrive à Yaoundé. Maman est vraiment abasourdie de le voir arriver. Non seulement tout sale, très bizarre et tout, affolé. Il s'assoit, il commence à relater l'histoire à maman. Maman dit que moi j'ai eu un 6e sens. Mais comme tu ne comprends pas, c'est comme ça que tu vas partir mourir quelque part un jour. Une semaine après, son ami et partenaire d'affaires décède. Et tout. Il décède et voilà. Donc, la moralité, enfin, donc, ce qui explique que voilà, c'est mon père qui partait sacrifié. Voilà. Alors, la moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que même si il faut savoir écouter, même si c'est un enfant qui vous parle, même si c'est qui, il faut savoir écouter et demander l'esprit de discernement à Dieu. Beaucoup prier également. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team. Je reviens pour raconter mon histoire qui est passée il y a quelques années en arrière. Et là, j'ai la trentaine. Mon histoire, ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Je peux dire 9 ou 10 ans. Bon, là, j'ai pris le courage aujourd'hui. Depuis longtemps, j'allais raconter mon histoire. Puis je cherchais un moyen pour rester calme dans mon coin parce qu'il y a des enfants autour. Donc là, j'ai eu mon temps. Et un moment calme pour raconter mon histoire. Je commence. Quand j'étais petite, j'avais 10 ans, ma petite soeur elle avait 8 ans et notre grand frère, il devait avoir 13 ou 14 ans. On était partis en vacances. Nous, on habitait en ville. C'était des vacances, on était contents d'être partis en vacances dans un petit village. Le village de ma mamie, la mère de ma mère. Donc, on était censé partir, on est parti, ma mère, moi, ma petite sœur et mon grand frère. On a pris le train, on est arrivé dans le petit village de notre grande mère, je peux dire ça comme ça. Quand on est arrivé, on nous a bien accueillis et c'était dans une cour, il y avait des manguiers, il y avait des bananiers et c'était des maisons en planches, façon village. Et nous, on était petites, on était contentes déjà de faire le voyage, de partir au village, et découvrir d'autres choses. Et il y avait une petite maison au fond, c'était la cour commune. Notre grand-mère avait sa maison avec notre papy et on nous a donné une maison. Il y avait un salon et une chambre.
Et dans le salon, il y avait 2 lits. Et mon grand frère, il dormait en face. Et nous, on dormait en face. Il y avait 2 lits. Nous, on dormait à côté. C'était face à face nos lits. Et au milieu, il y avait une petite table avec un tabouret là où on posait la lampe. La lampe à pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez en Afrique. La lampe à pétrole. Et dans la nuit, ma petite sœur, elle avait fait pipi. Quand elle a fait pipi, et puis elle voulait pousser de mon côté parce que c'était mouillé sa place. Et moi et elle, on commençait à se prendre la tête. Moi, étant que grande sœur, je ne voulais pas qu'elle vienne là où je dormais, à ma place, qu'elle pousse là où c'est mouillé. Elle voulait pas, elle voulait serrer de mon côté. Et moi, je commençais à me fâcher avec elle, comme si j'essayais de la taper. Elle pousse et tout. Je veux pas. Tu as fait pipi, ça sent et tout. Tu vas me mouiller avec ton pipi. Et notre mère, elle était dans la chambre. Elle nous a entendu se chamailler. Elle a dit arrêtez, il est tard. Donc, faut dormir. C'est pas bien de se chamailler la nuit. Arrêtez ça et tout. Comme une mère, elle a donné des conseils aux enfants. Et dans la nuit, bon, on s'est rendu compte. Non, on dormait, excusez-moi. On dormait. Et à un moment, au milieu de la nuit, je sais pas c'était quelle heure, j'étais encore petite, et tout le monde dormait. Il y avait le calme partout. Et j'ai senti une présence bizarre, en fait. J'arrivais plus à dormir. Je commençais à trembler. Je sens un corps étranger, une présence dans la pièce. Mais j'arrivais plus. Comme si on me dit d'ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux, je vois une dame. Il y a mon grand frère qui dort profondément. Et je vois une dame. La dame, ils étaient à 2, une dame et un homme. L'homme s'est assis sur le tabouret là où il y avait la lampe à luciole. Il y avait une petite table et la lampe à luciole. Et moi, mais je regarde la dame et je dis, mais c'est pas normal. Je savais bien que c'était pas bien, c'était un mauvais esprit. Comment la dame, elle a fait pour rentrer? Et la dame, je la connais pas. Elle vient vers moi. Quand je dormais, elle me regardait. Et j'ouvre les yeux, elle est là. Elle ne me quitte pas les yeux. Mais je commençais à trembler. Et la respiration commençait à changer. J'ai peur, je tremble et tout. Je ferme les yeux, mais comme si mes yeux, j'arrive plus à fermer les yeux. Comme si je suis je sais pas, j'ai le courant en moi. J'arrive pas, mais les cheveux, vous voyez, quand vous voyez quelque chose de mauvais et tout, j'ai la chair de poule, mais j'arrive pas à DMG, j'arrive pas à fermer les yeux. Je ferme les yeux comme si on me dit juste d'ouvrir. Je ferme, mais comme si mes yeux ne ferment, parce que se ferment plus. Faut que je regarde ce qui se passe en fait. Je commence à trembler, j'essaye d'appuyer ma petite sœur. Comme ça, elle regarde ce que je suis en train de voir, mais j'arrive même plus à prendre ma main, à appuyer ma petite sœur, de lui faire signe. Mais mon grand frère est juste en face, il voit rien. La dame s'est approchée, elle ne me quitte pas des yeux, tu vois, on est au lit, elle est debout, elle a baissé sa tête en me regardant face à face. Je ferme les yeux, elle est là. Mais en fait, j'avais ma tête sur la couette, mais je la voyais en travers la couverture. En plus, c'était une couverture, vous savez, les couvertures de l'époque que nos grands-parents mettaient, c'était vert. Et ma mère avait quitté, ma mère avait acheté ça en ville. Quand on est venu au village, c'était la saison sèche. Et ma tête était sur la couverture, mais en travers la couverture, et il y a le moustiquaire, mais j'arrivais à voir la dame. La dame ne quittait pas les yeux. Elle s'est approchée, juste en train... Elle baisse sa tête en me regardant comme ça, en face. Mais j'ai peur. Je voyais ça comme si c'était des heures. Mais elle est là. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il faut que je crie, comme ça ma mère puisse venir. Ou ma petite soeur puisse se réveiller. Ou mon grand frère puisse se réveiller. Comme ça, la dame puisse partir et son homme. Et son homme était assise. C'est la dame qui me voyait, qui me regardait. Elle ne me quittait pas des yeux. Et j'ai commencé à trembler. J'ouvre le feu, elle est là. Quand la dame maintenant s'est approchée, elle a essayé de retirer le moustiquaire. Elle est rentrée dans le moustiquaire. Moi, j'étais là, étant que petit, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler au fond de moi. Oh Seigneur, fais en sorte que cette dame ne puisse pas me toucher. Fais en sorte que cette dame puisse partir. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais tellement peur. J'avais quelque chose de 9 ou 10 ans. Mais cette dame est là. Et j'ai pris le drap, tu vois, quand elle a mis sa main pour essayer de me retirer, tirer la couverture,
J'ai dit, mais ça y est. Et son homme, je ne sais pas si c'est son homme, l'homme qui était venu avec cette dame, et il était assis sur le tabouret là où il y avait la lampe à luciole. Regardez le livre de mon grand frère. Il commençait à feuilleter les livres de mon grand frère. Mais c'est la dame qui s'est approchée de moi. Il a retiré le moustiquaire. Il commençait à tirer la couette. Moi, j'avais bien pris la couette. J'ai mis au-dessus de mes cuisses, je peux dire comme ça. J'ai mis sur moi. Et la dame commençait à tirer la couette. Elle tirait la couette tout doucement, mais je ne sais pas si elle s'est rendue compte que je la voyais, mais je suis sûre qu'elle savait que je la voyais parce qu'elle me regardait comme ça. Moi, je la voyais, mais elle me regardait. Elle me fixait des yeux. Du coup, quand elle commençait à tirer la couette, ma voix est sortie. J'ai crié, maman, maman, viens, il y a quelqu'un dans la chambre, maman, maman. Dès que en criant comme ça, ma petite sœur aussi s'est réveillée. Elle a eu peur, mon grand frère pareil. Nous trois, on commençait à crier. Notre mère est sortie de la chambre, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On me dit, t'as rêvé, mais j'ai pas rêvé d'MG. C'est un truc que j'ai vu. C'est un truc qui s'est passé en fait. Ma mère me dit, non, t'as rêvé, c'est pas bien. Bah, t'as rêvé. Et notre grand-mère qui dormait dans la cour commune, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Dans sa maison là-bas, elle commence à crier, non, laissez mes petits-enfants tranquilles, sont venus en vacances. Je veux que ça se passe bien, qu'elles puissent finir leurs vacances bien, leur séjour bien, en beauté et tout, qu'elles puissent repartir chez leur père. Arrêtez ça, qui fait ça? Commence à parler un peu pour faire peur, je sais pas, aux sorciers ou je sais pas. Ma mère commençait, j'ai dit, maman, je ne vais plus dormir ici. Je commençais à avoir peur. Je dis à ma mère, j'ai peur, je ne dors plus ici. Elle a regardé en bas du lit, il n'y a personne. Elle a regardé la porte est fermée. Il y a la lampe, il y a le livre qui est là. Mais le monsieur qui était venu avec la dame, il y avait le livre. Elle regardait le livre. Elle feuilletait le livre de mon grand frère. J'ai même expliqué, maman, tu vois, même son mari, je ne sais pas, son mari regardait le livre là. Maman, j'ai peur. Mais pour moi, c'était... Cette histoire, ça m'a traumatisée jusqu'à maintenant, DMG, je vous dis. Ben, je sais pas, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Cette histoire m'a traumatisée. J'aurai bientôt 40 ans, mais jusqu'aujourd'hui, DMG, quand je dors, faut que je mette la tête sur la couverture. Je sors juste pour prendre un peu d'air, s'asseoir, la sieste, s'asseoir. Il faut que je mette la tête sur la couverture, de peur que si j'ouvre la tête, je laisse ma tête dehors, que je vais voir des mauvaises choses. Donc, il n'y a pas d'explication. Moi-même, je sais que j'avais vu. Je sais même quand je suis à cet âge-là, parce que je suis en France, quand je pars toujours en Afrique, on parle un peu des trucs mystiques. J'ai même dit à ma maman, maman, tu te souviens que j'avais vu des gens dans la chambre, vous n'avez pas cru, peut-être vous m'avez dit que c'était un rêve, c'était pas un rêve. Ma mère, étant que grande, maintenant elle dit, ben oui, c'est possible, peut-être c'était des sorciers ou peut-être des gens qui étaient venus te voir la nuit, peut-être. On n'avait pas des explications jusqu'aujourd'hui d'MG. Donc je sais pas qu'est-ce qui devait se passer, si la dame devait rentrer dans la couverture, ou je ne sais pas où il venait me chercher pour que le lendemain je devais mourir, je ne sais pas. Je n'ai pas de signification jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas de signification. Je voyais tellement de choses bizarres étant enfant. On me disait même non, tu es mystique, peut-être elle devait t'initier à la sorcellerie, mais pour moi, je crois que c'était pas des... Je suis sûre à 100% que ce n'était pas des gens bien, parce que j'ai tremblé, je sais pas. S'il y a une personne qui est là, peut me dire la signification de ce qui s'est passé, je ne sais pas. Juste pour vous dire, les chers amis, n'envoyez pas vos enfants en vacances chez n'importe qui. Il y a des choses qui se passent dans des vacances. Il y a toujours des conséquences. Tu envoies ton enfant en vacances et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer mystiquement. Moi, si je n'avais pas vu cette dame, qu'est-ce qui devait se passer? Donc, je ne sais pas. J'ai pas de signification. S'il y a quelqu'un qui a déjà vu un truc pareil, peut écrire dans les commentaires. Et je vais encore expliquer une autre histoire d'MG qui va pas durer. Après d'autres histoires, je vais revenir plus tard.
Moi, quand j'étais petit, je regardais tellement des choses un peu mystiques et je faisais des songes. Et le matin, c'était réel. Mais je vais revenir prochainement d'MG. Mon message, j'ai laissé. Ça me ferait plaisir que tu vas le passer. Et je reviendrai avec d'autres histoires mystiques. Et encore merci. Vraiment, ce que tu fais d'MG, ça soulage et tout. Ça fait plaisir d'écouter tes histoires. Moi, au boulot, j'écoute. C'est une copine qui m'avait présenté ta page. J'ai aussi repartagé à des amis au boulot, à mes collègues. Donc, tout le jour, j'empêche pas d'écouter des histoires. Quand je peux, j'écoute. Vraiment, encore merci, merci d'MG de partager ma vidéo et liker, partager, que la team puisse s'agrandir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Donc, laissez-nous les commentaires, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à nous rejoindre. Comme ça, ils vont aussi apprendre comme nous, on apprend tous les jours. Donc, demain, 12h00 pour une nouvelle vidéo.